On va faire une petite révision de ce qu'on a fait la semaine dernière. De toute manière, on n'a pas avancé beaucoup parce qu'on a fait beaucoup de révisions sur le cours d'avant. Donc, ça va être une courte révision et après, on va continuer. On avait dit la semaine dernière que pour les Ashkenazim, il y a un cas dans lequel, même si je vais passer des aliments bouillants dans un kli, que tout le monde sait que dans un kli, il y a écrit dans la Gemara que ça ne cuit plus, c'est déjà devenu froid. Il y a un cas dans lequel même après que ce soit, ça a été versé, ça a été posé, ça a été transvasé dans un kli, cet aliment bouillant, il a encore la capacité de cuire ce qu'il va toucher. Je répète, il y a selon les poskim ashkenazim un cas dans lequel, même si les aliments ont été transvasés dans un kli, dans lequel il est écrit dans le Gemara que ça ne cuit plus, mais il y a une sorte d'aliment, un groupe d'aliments, des aliments, que même quand ils vont être transvasés dans un kli, ils ne vont pas perdre leur capacité de cuire. Et donc si on va les épicer, ou ils vont toucher des aliments crus, ils risquent de les cuire. Est-ce que vous savez dans quel cas je parle? Gouche, quand c'est solide. On appelle ça, les hybrides, un gouche. C'est quoi un gouche? C'est tout aliment consistant, épais, solide. On a dit qu'eux, ils ont la capacité de maintenir leur chaleur, même quand ils ont été transvasés dans un kli. En fait, le kli ne va pas avoir beaucoup d'impact sur eux, de par leur consistance, de par leur taille, et donc en fait, ils vont rester bouillants même dans un kli. Donc je ne pourrais pas les épicer dessus. Très bien. On a dit qu'à cause de ça, et les poskim ashkenazim qui disent qu'il faut faire attention, même quand j'ai une pomme de terre qui est déjà rentrée dans mon assiette qui est kli, qu'elle ne touche pas d'aliments crus qui se trouvent dans mon assiette. S'il y avait de la salade à côté ou quoi que ce soit, ça peut les cuire. Il y en a qui permettent dans ce cas-là, parce que j'ai pas l'intention, ce n'est pas mon but, c'est pas comme des épices que je veux qu'ils donnent un goût dans la pomme de terre, et donc j'aimerais bien qu'ils se mélangent avec la pomme de terre, c'est bien qu'ils soient cuits avec la pomme de terre pour donner du goût. Dans les cas de la salade, c'est moins grave, parce qu'il n'y a pas d'attention. En tout cas, dans le poskim ashkenazim, ça fait preuve d'une discussion. Est-ce qu'il faut faire attention que ça ne touche pas d'autres aliments? Très bien. Mais on avait dit que pour les sfaradim, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. À partir du moment où la pomme de terre est rentrée dans le kli, le goût de viande, même qu'elle soit consistante, même qu'elle s'appelle gouche, pour les sfaradim, il n'y a pas de problème, je peux l'épicer, elle peut toucher des aliments crus, etc., il n'y a pas de problème. Mais on avait dit qu'il faut faire attention. Pour les sfaradim, on vient de dire que c'est permis, c'est seulement après que la pomme de terre ou le goût de viande, il a été posé dans l'assiette. Et donc il a touché les parois de l'assiette. Et donc elles sont devenues, la pomme de terre est devenue kli. Alors pour les sfaradim, ça ne dérange pas qu'elle soit épais ou pas épais. Mais mademoiselle Marelle ici, avant qu'elle touche les parois de l'assiette, elle touche d'abord quelque chose de cru. Il y a un problème même pour les sfaradim ou pas? Je vous donne un exemple. Je sors une tranche de poisson de la marmite que j'ai emmenée à table. J'ai emmené la marmite à table. C'est une belle marmite, donc il n'y a pas eu de problème de la... Je ne vais pas l'emmener à table. Elle est bien jolie, on l'emmène à table. Et comme ça, on sert directement avec l'aide d'une cuillère ou d'une mouche directement dans les assiettes. Est-ce que cette tranche de poisson, pour les sfaradim, il y a un problème qu'elle touche des aliments crus ou non? Mais non. Pourquoi pas, mademoiselle Marélie? Est-ce qu'elle est déjà devenue kli, cette pomme de terre, cette tranche de poisson? Non. Quand est-ce qu'elle va devenir kli? Quand elle va être posée. Quand elle va être posée. Mais si avant qu'elle touche les parois de l'assiette, elle touche un aliment cru. Par exemple, il y a de la sauce dans mon assiette, il y a de la mayonnaise, il y a une salade crue. Et avant qu'elle touche l'assiette, elle touche l'aliment cru. Ah là, il y a un problème. Même pour les sfaradim, il y a un problème. Tout ce que les sfaradim permettent, c'est qu'à partir du moment où l'aliment a touché les parois de l'assiette, même s'il est épais, consistant, même s'il est gouche, alors pour les sfaradim, c'est permis. Mais si même avant qu'il touche les parois, il touche un élément cru, alors il est encore klérichon, selon tous les avis. Et donc il faudra faire attention que ça ne touche pas quelque chose de cru. C'est clair, les aladam? Le fait qu'il soit passé avec une cuillère, À partir de quoi dire? de la marmite dans mon assiette, le fait qu'il passe avec une cuillère, ça l'a rendu kli.
L'aliment. Non. Non. La cuillère ne touche pas de tous les côtés. Puis, c'est seulement quand ça va toucher l'assiette qu'alors ça va être considéré comme un cliché-ni. Et donc, alors ça sera permis pour les sfaradimes. Mais avant que ça touche l'assiette, donc on avait dit ceux qui emmènent à table le poisson ou les pommes de terre avec un ravier, avec un plat, ils ont sorti du plat, de la marmite, ils ont fait passer dans un plat, ils emmènent ça à table, alors ils ont besoin de faire attention à rien, parce que c'est déjà devenu cliché-ni dans le plat. Après, dans nos assiettes, c'est sûr qu'il n'y a plus de problème, ça peut toucher tout ce qu'on veut, même des aliments crus. Le problème va commencer seulement si j'emmène directement la marmite à table. Et donc ça va passer par aucun cli intermédiaire, ça ne va jamais devenir cliché-ni. Donc il faudra que je m'assure que mon assiette soit propre pour que ma tranche de poisson devienne cliché-ni dans mon assiette et après qu'elle touche des aliments crus. Mais si je la pose à même mon assiette, directement de la marmite, dans mon assiette, et qu'avant qu'elle touche les parois de l'assiette, la tranche de poisson va toucher des aliments crus, il est à craindre qu'elle va les cuire, et donc dans ce cas-là, il faut faire attention, aussi bien pour les sardines que pour les ashkénazim. Est-ce clair? Mademoiselle Waki? Bah ouais. Très bien. La semaine dernière, on avait parlé de Agassa. Mademoiselle Ouvrier a fait quoi Agassa, vous vous souvenez? Non. Agassa en hébreu, c'est Mélanger. remuer, mélanger. On avait dit qu'une des étapes de la cuisson est de mélanger les plats lors de leur cuisson. En effet, le fait de mélanger, de remuer, ça va accélérer, faciliter le processus de cuisson, ça va permettre à la chaleur de Se répandre, de se faufiler, de rentrer dans tous les endroits, de se véhiculer dans les différents endroits de la marmite. Tous les aliments vont alors bénéficier de la chaleur. C'est une des actions de cuisson. Celui qui donc pendant Shabbat viendrait mélanger, remuer un plat qui ne serait pas encore cuit à 100%, il transgresserait dans ça l'interdiction de cuisson. Interdiction interdite par la Torah de cuisson. Ok. Donc on avait dit la semaine dernière qu'il est évident donc, que si j'ai un plat qui n'est pas encore cuit à 100%, posé sur la plaque depuis avant Shabbat, mais je sais qu'avant Shabbat, j'ai pas eu le temps de le cuire à 100%, donc il est encore quelque peu cru. Il est cru, partiellement cru, il n'est pas encore cuit à 100%. Est-ce que mademoiselle Lévy, est-ce que j'ai le droit pendant Shabbat de venir, d'ouvrir le couvercle et de le remuer pendant Shabbat? C'est presque, vous avez dit que c'est à moitié cru? Oui. Bah non. Quand la cavote, pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on accélère le travail. Le processus de cuisson. C'est comme si on cuit pendant Shabbat, quand la cavote. Plus que ça, on avait dit il y a plusieurs cours, mademoiselle Ada, que si j'ai retiré le couvercle et que c'est pas encore cuit, Et donc tu peux le remettre. je pourrais même pas le remettre, parce qu'en le remettant, je vais à nouveau accélérer le processus de cuisson de cette marmite qui n'est pas encore cuite. Donc, je peux pas mélanger. Très bien. Plus que ça, même après l'avoir retiré de la marmite, de la marmite du feu, excusez-moi, tout le temps où elle est encore bouillante, il y a encore de la chaleur dedans, mademoiselle Calvo. Je l'ai sortie du feu, mais elle est encore bouillante. Et les aliments qui sont dedans, ils ne sont pas encore cuits à 100%. Ils sont chauds, mais pas encore cuits à 100%. Est-ce que maintenant que c'est en dehors du feu, j'ai le droit de les mélanger? Quand la carotte, pourquoi? Parce que la chaleur qu'elle maintient à l'intérieur d'elle, qu'elle est encore bouillante, elle va, oui, s'éparpiller, se propager à l'intérieur de ce plat en le mélangeant. Et donc en fait, la chaleur qu'il y a dedans, je vais lui permettre de véhiculer, de se tourner, de se promener à l'intérieur de mon plat. Et donc je vais cuire. C'est vrai que ça va bientôt arrêter de cuire parce que c'est plus sur le feu. Mais en tout cas, tout le temps où c'est chaud, je vais quelque peu accélérer et maintenir le processus de cuisson. Donc ça va être interdit de le mélanger tout le temps où ça va être chaud. Après que ça va devenir froid, j'aurai le droit de le mélanger. Parce qu'il y a déjà plus de chaleur à véhiculer, c'est déjà plus chaud. Mais tout le temps où il est chaud, tout le temps où il est bouillant, je n'aurai pas le droit de le mélanger parce que je vais cuire ce qui est à l'intérieur de ça. On avait dit que même s'en servir, mademoiselle Brami, de s'en servir pendant Shabbat, je sais que c'est pas encore cuit à 100%, c'est chaud, est-ce que j'ai le droit d'insérer la cuillère pour m'en servir? Non plus, parce que le fait d'insérer la cuillère, c'est quelque peu mélanger, remuer. Et ça aussi c'est interdit, puisque tu vas aussi éparpiller un peu de chaleur avec la chaleur qui est dans la donc c'est aussi interdit de s'en servir. Très bien. Ceci étant pour un plat qui n'est pas encore cuit à 100%.
Un plat déjà cuit à 100%, totalement cuit, apte à la consommation comme il faut. Alors en théorie, je dis bien en théorie, il n'y aurait pas d'interdiction de le mélanger. Parce que qu'est-ce que je vais faire en mélangeant? Je vais perpétuer je vais éparpiller la chaleur, je vais lui permettre de se véhiculer dedans, mais il n'y a rien à cuire, tout est déjà cuit. Après 100% de cuisson, on ne peut pas cuire un plat plus que ça. Donc en théorie de mélanger, il n'y aurait pas d'interdiction. Le problème est que dans un des Rishonim, qui s'appelle le Kolbo, il y a écrit là-bas que mélanger un plat même déjà cuit tout le temps où il est sur le feu, quand il est encore posé sur le feu, c'est interdit minatora. Alors ces propos nous échappent un peu de comprendre pourquoi il y a un problème de cuisson, c'est déjà cuit. Mais là, halakha, les poskim ont décrit qu'on comprend ou qu'on ne comprenne pas, le Mishnah Berurah dit qu'on ne comprend pas très bien pourquoi c'est interdit. Là, halakha, c'est bechol zot interdit. Un aliment déjà cuit à 100%, qui se tient sur le feu, on ne le mélange pas. On n'a pas le droit d'entrer à la cuillère pour le remuer. On n'a pas le droit de remuer la cuillère à l'intérieur pour le mélanger. Ceci étant, bien entendu, je veux que ce soit bien clair, seulement quand il est encore sur le feu. Après l'avoir retiré du feu, même s'il est bouillant, on a le droit de mélanger. Parce que le kolbo, qui a été écrit, qui s'est interdit de mélanger un plat déjà cuit, c'est seulement quand il est sur le feu. Après l'avoir retiré du feu, on a le droit de mélanger. Est-ce que ce plat qui est déjà cuit, quand il est encore sur le feu, on a le droit de s'en servir, mademoiselle Adria, déjà cuit, mais encore sur le feu, de s'en servir? On avait dit il y a quelques minutes que le fait de s'en servir, c'est quelque peu mélangé, parce qu'en insérant la cuillère à l'intérieur de ça, ça fait un petit peu, ça mélange quelque peu. Vous avez raison. Mais j'ai une question, même si c'est déjà cuit, est-ce que j'ai le droit de le mélanger quand il est sur le feu? Non. Quand bien même que c'est déjà cuit, n'est-ce pas? Alors je repose la question. Maintenant de m'en servir. Quand c'est encore sur le feu, même si c'est déjà cuit. Ça ressemble à mélanger, n'est-ce pas? Je sais pas, oui. Ça ressemble. Vous avez raison, en théorie, c'est vous qui avez raison, que si c'est déjà cuit, il n'y aurait pas d'interdiction de cuisson. C'est la raison pour laquelle on aurait le droit même de mélanger. Le problème est qu'il est écrit dans le Coran de ne pas mélanger. Donc mélanger, on ne peut pas. Donc parce qu'ils nous disent de se servir quand c'est encore sur le feu, c'est quelque peu mélanger aussi. C'est la raison pour laquelle. Pour les Ashkenazim, on ne se sert jamais quand c'est sur le feu. Pour les Sfaradim, a priori, on ne se sert pas non plus. Donc en fait, les Kitsour, en résumé, on ne se sert pas quand c'est encore sur le feu, selon tous les avis. La seule différence qu'il y a entre les Ashkenazim et les Sfaradim, c'est en cas de besoin. C'est si je n'ai pas le choix, je suis obligé, je suis quelque peu pressé, il y a un enfant qui pleure et c'est quelque chose que je ne peux pas soulever de la plaque facilement pour m'en servir et le remettre tout de suite après. C'est quelque chose qui m'est difficile de lever, c'est une grande marmite, c'est un Shabbat Ratal, et il n'y a personne pour m'aider, donc je ne peux pas le retirer du feu, m'en servir et le reposer. Je suis obligé d'en servir quand il est encore sur le feu. Selon les Ashkenazim, c'est interdit, selon les Sfaradim, en cas de besoin, c'est permis. C'est là toute la différence entre ça et Ashkenazim. C'est-à-dire qu'a priori, pour se servir, on retire la marmite de la plaque, on se sert, s'il y a besoin de la remettre, on la remet tout de suite après. Mais, a priori, on ne se sert pas quand c'est encore sur la plaque, sur le feu. Est-ce clair? Très bien. On a déjà fini, bon, Hachem, j'ai résumé la semaine dernière. Commençons le shiur d'aujourd'hui. On finit les Chod Bichoul avec un dernier point qui est d'utiliser l'eau chaude du robinet pendant Shabbat. On a tous chez nous à la maison de l'eau chaude du robinet. Il nous est interdit pendant Shabbat d'ouvrir le robinet d'eau chaude et d'en tirer de l'eau chaude. Pourquoi? Tous les systèmes avec lesquels on a de l'eau chaude chez nous à la maison, dans le robinet, ils marchent sur un même principe. C'est que dans l'immeuble, si c'est un immeuble au-dessus de la maison, peu importe,
à proximité de l'immeuble ou en bas ou en haut de l'immeuble, il y a une grande bonbonnière d'eau, un grand réchaud d'eau. Et dans ce réchaud d'eau, il y a deux tsinorotes, il y a deux tuyaux. Il y en a un dans lequel on tire de l'eau chaude. C'est ce qu'on fait quand on est chez nous à la maison au robinet. C'est-à-dire qu'il y a un tuyau qui sort de cette grande bonbonnière d'eau de l'eau chaude et ne le fait pas sécher dans la maison. Mais il y a aussi un autre tuyau qui fait rentrer de l'eau chaude dans cette bonbonnière-là, dans ce grand réchaud d'eau. Pourquoi? Parce que si seulement il tirait de l'eau, là-bas ça il n'y en aurait plus de l'eau chaude. Alors que chez vous à la maison, quand on habite dans un immeuble, en France ou en Israël, il y a tout le temps de l'eau chaude pour tous les voisins. Comment ça marche? Pourquoi ça ne se finit pas? Tout simplement parce qu'il y a un grand réchaud, une grande bonbonnière d'eau très grande, et que automatiquement quand il y a quelqu'un qui tire de l'eau chaude chez lui à la maison, il y a de l'eau froide contre ça qui rentre. Et elle tombe dans cette grande bonbonnière d'eau, et donc elle va se réchauffer très vite. Et donc ça va permettre qu'en fait l'eau chaude ne va jamais se finir. Même s'il y a beaucoup de personnes qui vont tirer de l'eau chaude, automatiquement il y a de l'eau froide qui rentre, en quantité équivalente. Et donc en fait il va y avoir toute l'eau chaude, l'eau froide qui va réchauffer. Et comme elle tombe dans de l'eau bouillante, alors elle va se réchauffer plus vite, et donc ça va aller vite. Et donc il y aura, de façon timidite, de l'eau chaude dans cette bonbonnière. Donc en fait, quand chez nous à la maison, on ouvre le robinet d'eau chaude, on entraîne automatiquement une entrée d'eau froide dans cette grande bonbonnière-là. Et donc on entraîne une cuisson d'eau pendant Shabbat. L'eau chaude qui arrive chez nous, en théorie, il n'y a pas de problème, elle a déjà été cuite, elle est déjà bouillante. Le seul problème, c'est que quand moi j'utilise cette eau chaude, quand moi je la tire, j'entraîne contre ça une entrée d'eau froide, qui elle va pénétrer dans ce ballon, dans cette marmite bouillante, dans ce grand ballon, dans ce grand chaude, dans cette grande marmite bouillante. Et donc en fait, par mon intermédiaire, je vais cuire de l'eau chaude, de l'eau froide pendant Shabbat. C'est clair? Il n'y a rien de difficile? Ok. Maintenant. Il faut savoir. Alors, le système il est le même. Dans une maison privée ou dans un grand immeuble, il y a un grand réchaud d'eau. En Israël, je ne sais pas si vous avez déjà vu, peut-être que vous avez ça aussi, il y a un petit bouton électrique rouge qu'on allume pour avoir de l'eau chaude. Un boiler. C'est la même chose. Ça veut dire que sur votre appartement, il y a une grande bonbonnière d'eau, et quand on veut de l'eau chaude, on l'allume, et là-bas, le gouffrimoum, la résistance se met à chauffer pour réchauffer l'eau qui est au-dessus. Et donc, ça va marcher exactement avec les deux tuyaux. Dès que je vais avoir chez moi de l'eau chaude, elle va rentrer de l'eau froide dans cette. Il est évident que même si avant Shabbat, j'ai éteint ce bouton rouge-là, cette résistance, je l'ai éteint. Il m'est encore interdit pendant Shabbat de venir et d'utiliser de l'eau chaude du robinet. Pourquoi? Parce qu'en utilisant de l'eau chaude dans mon robinet, je vais entraîner automatiquement, pas tous ensemble, une entrée de froide. Je vais entrer. Maintenant, cette rentrée d'eau froide, elle va pénétrer dans quoi? Dans une grande marmite, dans un grand réchaud, qui est lui-même klirishon. Pourquoi il est klirishon? Parce qu'en dessous de lui, il y a une résistance. C'est vrai que maintenant la résistance, je l'ai éteinte. Mais c'est encore un klirishon, puisqu'il se tenait sur le feu. Donc l'eau froide qui va pénétrer dedans, elle va rentrer dans un klirishon. Un klirishon, même après qu'il a été retiré du feu ou que le feu a été éteint, il a encore son statut de klirishon. Donc il a encore la capacité de cuire l'eau froide qui va rentrer dedans. Donc même après l'avoir éteint, il m'est interdit de tirer de l'eau chaude de cette bonbonnière pendant Shabbat, parce que je vais entraîner dans ça une rentrée d'eau froide, qui va cuire dans ce grand klirishon, qui ne me change pas s'il est sur le feu ou pas. Parce que même après que le feu a été éteint, il a encore la capacité de cuire. Donc c'est clair? Est-ce que c'est clair? C'est clair? Il faut savoir que même si je n'ouvre pas l'eau chaude totalement du côté de l'eau chaude, des fois vous avez de l'eau froide, de l'eau chaude avec une poignée, n'est-ce pas? On met à une poignée. Alors des fois, il n'est pas forcément
totalement du côté chaud. Ouais, mais c'est- Il est à moitié, il est à 3/4. C'est aussi interdit. Pourquoi? c'est utiliser de l'eau chaude avec. Vous tirez de l'eau chaude. Seulement quand vous la mélangez avec de l'eau froide, parce que vous avez aussi de l'eau froide, alors elle se mélange avant de sortir du robinet. Mais l'eau chaude que j'ai sortie, elle est sortie d'où? Du réchaud. Donc contre cette eau chaude qui est sortie, j'ai rentré aussi de l'eau froide. Donc c'est vrai qu'à la fin, toi tu reçois de l'eau tiède parce que tu l'as mélangée avec de l'eau froide en chemin. Mais à la base, tu as tiré de l'eau chaude. Donc c'est aussi interdit. Donc pendant le Shabbat, on ouvre l'eau seulement quand c'est du côté froid. C'est juste. Ni à moitié, ni à 3/4, ni totalement du côté chaud. Parce qu'alors j'utilise l'eau chaude et donc j'entraîne une entrée d'eau froide. Et comme j'ai dit, ça ne change pas est-ce que le boiler il est allumé ou éteint. Parce que même après avoir été éteint, il est encore Klirichon. Et Klirichon a la capacité de cuire l'eau froide qui va rentrer dedans. Est-ce clair? Oui. Mademoiselle Pérez? Clair. Mademoiselle Dan demande quel est le din de Dout Shemesh. Vous savez c'est quoi Dout Shemesh? C'est les panneaux solaires. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de l'eau qui ne va pas être réchauffée par de l'électricité, par du feu, par des résistances, mais par le soleil. Il marche aussi sur le même système. C'est-à-dire que quand chez moi je tire de l'eau chaude dans le robinet, Mademoiselle Waki, quand chez moi je tire de l'eau chaude dans le robinet, j'entraîne que dans le ballon qui se tient sur ma maison, ou en bas de ma maison, peu importe, il y a aussi de l'eau froide qui rentre contre l'eau chaude que j'ai sortie. Mais Mademoiselle Waki, cette eau froide qui va rentrer dans quoi elle va être cuire cette fois? En quoi? Comment elle va cuire cette eau froide qui va rentrer? Par le soleil. Non, pas par le soleil. Par Comment elle- résistance. Non, il n'y a pas de résistance. Dans le ballon. Panneau solaire, c'est sans résistance, c'est Elle seulement va du rentrer soleil. dans le ballon. Elle va tomber dans le ballon, exactement. Cette eau chaude qui est dans le ballon, elle est devenue chaude par quoi? Pas celle qui vient de tomber maintenant, pas l'eau froide qui vient de tomber. Pas le soleil. Ok. Ah oui, tu sens bien ça. Donc maintenant, quand chez moi je vais tirer de l'eau chaude, il y a de l'eau froide qui va rentrer, qui va pénétrer dans un ballon d'eau bouillante, que cette eau a été bouillie par Le soleil. le soleil. Donc cette eau maintenant, qui est dans mon ballon qui est chaude, elle s'appelle Tolda Taour. Continuer, engendrer, excusez-moi, du soleil. L'eau bouillante. Avant que je tire de l'eau chaude. Laissons tomber. Avant que je tire de l'eau chaude dans mon robinet. L'eau bouillante qui se tient dans la bonbonnière d'eau. Comment elle s'appelle? Cette eau a été chauffée par qui? Par le soleil. Et maintenant elle est bouillante d'elle-même, n'est-ce pas? Est-ce que maintenant cuire avec cette eau-là, j'ai le droit? Non. Je veux mettre un œuf dans cette eau. Oui. Un œuf cru. Non, ça n'a pas. Mademoiselle Sebag. Je dis que c'est interdit. Qu'est-ce que vous en pensez, mademoiselle? Oui, c'est interdit. Vous dites qu'on a le droit. Pourquoi? Parce que chauffé par le soleil, on a le droit à part si on utilise une poêle et après on l'utilise. L'eau, il faut utiliser poêle. Mademoiselle Sebag vous dit que cette eau a été chauffée par le soleil. Donc en fait, c'est la poêle. Ah. Vous êtes d'accord? Ouais. Tout le monde est d'accord. Bon, prochaine. Donc c'est interdit. Pourquoi? Parce que cette eau, c'est plus le soleil elle-même. Avec le soleil même, j'avais le droit. Mais maintenant, cette eau est devenue chaude de par le soleil. Donc en fait, c'est une continuité du soleil. Donc d'ordre rabbinique, il nous interdit de cuire par cette eau-là. Donc en tirant, mademoiselle Haddad, chez moi de l'eau chaude, je vais entraîner une entrée du froid qui va pénétrer dans ce ballon-là et qui va cuire par, pas par le soleil, par une dérivée du soleil, par une continuité du soleil, par l'eau qui a été chauffée par le soleil. Et donc je vais faire en fait dans ça une interdiction d'ordre, non, rabbinique. Pourquoi rabbinique? Parce que le soleil c'est seulement d'ordre rabbinique. Donc en fait, c'est la raison pour laquelle il est interdit aussi d'utiliser cette eau pendant le Shabbat, de tirer de l'eau chaude chez moi pendant le Shabbat, parce que je vais entraîner une entrée d'eau froide qui va cuire par une dérivée du soleil qui est donc interdite d'ordre rabbinique. Ça veut dire ça va comment t'as d'accord? On le date Rama, continuité du soleil. Rama c'est le soleil. De cuire en œuf avec le soleil. Avec le soleil même, oui. Avec quelque chose qui a été réchauffé par le soleil, non. On avait dit qu'on a le droit de prendre un œuf et de le mettre au soleil. Mais on n'a pas le droit de prendre une poêle qui a été réchauffée par le soleil et de casser dedans un œuf. Parce qu'alors, c'est une dérivée du soleil. Ça, c'est interdit d'ordre rabbinique. Ici, cette eau, elle est dérivée du soleil parce qu'elle a été rendue chaude par le soleil, oui. Mais l'œuf, si on veut le mettre dehors pour éviter qu'il tourne ou qu'il se casse, est-ce qu'on peut le mettre dans un tupperware en plastique par exemple? Oui, oui, oui. Bah oui, ça chauffe. Il peut chauffer lui aussi. Il peut aussi quelque peu chauffer de ça. Mais en théorie, vous voulez dire que si Bémet, c'est seulement pour le poser, et en fait, il va chauffer du soleil, c'est permis. Pas cuire. Maintenant. Maintenant.
En théorie, ça ne change rien que ce soit une interdiction d'ordre rabbinique. Puisque de toute façon, d'un point de vue technique, c'est assourd. Ou minatora, ou minarabanan, c'est interdit. Mais dans le doute shemesh, dans ce qu'on parle, il y a une marloquette dans les poskim. Il y en a qui disent que ça ne s'appelle pas que je parle par les dérives du soleil. Le soleil, on ne va pas rentrer dans les détails, peu importe. Ce que je veux vous dire, c'est comme ça. C'est qu'en cas de besoin, par exemple, vous avez un enfant à changer. Et vous ne voulez pas le changer avec, vous n'avez pas de, avec les lingettes. Les lingettes, il y a un problème de strict avant le Shabbat. On en parlera des Antachem si on arrive à ça ensemble. Sinon, Bezrat Hashem. En tout cas, avec les lingettes, est-ce qu'il faut les presser avant Shabbat? Pas les presser? Est-ce qu'il faut faire doucement, délicatement, pas fort? Peut-être qu'on presse, on les sort quand on utilise des lingettes en Shabbat. Alors on aimerait bien, ou il est totalement sale, il faut le faire passer sous l'eau. Alors si à la maison on a un boiler et c'est de l'eau qui a été chauffée par une résistance, il est totalement interdit d'utiliser cette eau pendant Shabbat. Parce que dès que je vais utiliser de l'eau chaude, je vais cuire de l'eau chaude dans de l'eau froide, dans de l'eau chaude, dans une résistance qui a été, ça c'est totalement interdit. Dans un klirishon qui a été réchauffé par une résistance, c'est interdit. Mais celui qui a chez lui un doute shemesh, et donc c'est seulement dans le rabbinique, faites attention, je ne dis pas que c'est permis, mais je dis qu'il y a de quoi se déranger à aller voir un rave et lui demander est-ce qu'on peut permettre, par exemple, d'ouvrir ça, ce robinet avec le coude. Pas de façon normale, en chinouille. Il y a des cas dans lesquels il y a de quoi permettre. Bezrat Hashem, comme c'est un cas un peu spécial, on laisse ça, Bezrat Hashem, pour un cas dans lequel il y a de quoi aller demander au rave, est-ce que dans ce cas-là, le petit il est un petit peu malade, pour lui le froid c'est pas, etc., etc., il y aurait de quoi permettre d'ouvrir ça de Bishinouï. C'est les chats à Tzorer, si Bémet il y a besoin, il y a de quoi aller demander. Il y a des cas où ça va être permis, des cas où ça va être interdit. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est pas exactement la même chose que le boiler, et donc il y a de quoi se déranger, demander une question dans des cas précis. Un enfant, c'est un exemple, ça peut être aussi pour un malade, dans des cas précis, il y a de quoi demander, à partir du moment où chez nous à la maison c'est un doute shemesh, il y a de quoi demander des cas, des permissions dans des cas différents à un rave, Beoto Shah, Beoto Zman, cette même époque s'il y a besoin. Est-ce clair? Baruat et Karot Zachinu, on a fini ensemble une chot. Kol hakavod, à la hauteur. Votre sérieux fait. Je crois qu'il va déplacer le plafond. Baruch Hashem. On continue. On va parler maintenant de 3 décrets d'ordre rabbinique qui, combien même qu'à la base, dans leurs racines, ils n'ont pas de rapport avec une produit bichoul, d'un point de vue technique, ils se touchent chez nous à la cuisine. D'un point de vue technique, on va les rencontrer dans notre cuisine au moment duquel on aimerait réchauffer des plats pendant Shabbat. Le premier décret d'ordre rabbinique qu'on va parler ensemble, c'est un décret qui s'appelle Sheia. Sheia, littéralement, Comment elle écrit ça? Shin He, Yud, Yud He. Sheia, littéralement, ça veut dire laisser mijoter, maintenir chaud. Comme je viens de le dire à la base, il n'a pas de rapport. Sa racine à la base elle n'est pas en rapport avec les grottes bichoul, mais d'un point de vue technique, on va le rencontrer au moment du réchaud des plats. Un des 39 travaux interdits par la Torah, c'est Melechet Mavir. Vous savez c'est quoi Mavir? Mavir, c'est combustionner, c'est brûler. C'est pas bichoul.
Ça n'a pas de rapport avec Bichoul. Mav'ir, je vais donner un exemple, vous prenez un bout de papier, vous l'allumez, il brûle. Est-ce que je l'ai cuit le bout de papier? Non. Ça s'appelle pas Bichoul. Bichoul, c'est la chose, elle ne disparaît pas, elle ne se brûle pas, elle reste, juste elle bénéficie de la chaleur, elle va se cuire de par la chaleur. Mav'ir, c'est quand je le brûle totalement, je le combustionne. Donc quand je prends un papier, je l'allume, je le brûle, ça c'est Melechet Mavir. C'est un des 39 travaux interdits par la Torah pendant Shabbat. C'est comme Bichoul, c'est interdit, c'est pas la même chose que Bichoul, mais ça a la même gravité, ça a le même statut que Bichoul, c'est un des 39 travaux interdits par la Torah pendant Shabbat. Et là, même quand vous prenez une cigarette, vous l'allumez, quelqu'un qui fume une cigarette pendant Shabbat, il n'est pas mévaché. Son problème, c'est pas qu'il a été cuit, il n'a pas cuit la cigarette. Il a été Mav'irota, il a combustionné, il a brûlé. Ouais, pour la bougie. La même chose pour la bougie. La même chose pour le briquet quand vous le levez. La même chose pour le gaz. Quand on allume le gaz pendant Shabbat, s'il n'y a pas d'aliment sur le gaz, alors j'ai rien cuit. Mais pourquoi c'est interdit d'allumer le gaz? Parce qu'on combustionne le gaz. Je brûle du gaz. En brûlant du gaz, ça s'appelle Melechet Mav'ir. C'est pas Melechet Bichoul. Ok. Il en est de même, dernier exemple, parce que c'est ce qui va nous aider tout de suite, c'est si vous avez des braises. Vous avez du feu, avec des braises. Quand vous attisez les braises, vous entendez, on attise les braises? Ouais. Quand on attise les braises, qu'elles deviennent plus rouges et qu'elles s'allument, ça aussi c'est Melechet Mav'ir. Puisque je les ai allumées, je les ai combustionnées plus que... Ça c'est Melechet Mav'ir. Ça c'est un autre travail interdit par le Torah. Très bien. Quel rapport avec nous maintenant? Tout simplement. Nos sages ont dit comme ça. Nos sages nous ont dit, si tu laisses mijoter tes plats, même depuis avant Shabbat, tu les as pris vendredi après-midi avant Shabbat, en fait, tu les as laissés mijoter sur le feu, sur ton gaz, sur des braises ardentes. À l'époque, il n'y avait pas de gaz, il y avait des braises ardentes. Enfin, si tu les laisses mijoter sur la source de feu courante que tu as en semaine, le gaz, etc., tu serais incité, des fois, à venir augmenter l'intensité du gaz. Vous voyez qu'il a besoin d'être réchauffé avant d'être servi à table. Oui, il y a des gens, ils ont déjà quelque chose de chaud, mais avant de servir le bouillon du couscous, ils veulent lui donner une ébullition avant de servir. Alors nos sages nous disent, si tu laisses mijoter tes plats depuis avant Shabbat, sur la source de feu courante que tu avais jusqu'à aujourd'hui, courante de semaine, il est à craindre que pendant Shabbat, par erreur, comme ton habitude en semaine, tu viennes augmenter l'intensité du feu. À l'époque, c'était des braises, donc ça aurait pu être que, par erreur, tu vas venir et attiser quelque peu les braises pour augmenter le feu. Si par erreur, cette personne a fait ça pendant Shabbat, elle aurait transgressé Shabbat Minatora à cause de Melechet Mavir. Si en plus de ça c'est un aliment cru, alors elle aurait été cédée à cuire, ça aurait été aussi un problème de bichoul. Mais disons que l'aliment est déjà cuit à 100%, il n'y a pas de problème de bichoul. Le simple fait de venir pendant Shabbat et d'attiser les braises ou d'augmenter le gaz, on transgresse dans ça un autre des 39 travaux qui est Melechet Mavir. Les sages nous ont alors donc décrété et interdit de laisser mijoter nos plats, même déjà cuits à 100%, depuis avant Shabbat, sur une source de feu courante avec laquelle par erreur on aurait été incité pendant Shabbat à venir augmenter l'intensité de ce feu et donc transgresser dans ça l'interdit de Melechet Mavir. Est-ce clair? Donc je répète, à la base le maître c'était pas quelque chose de bichou. Puisqu'on parle même dans des cas d'aliments qui sont déjà cuits à 100%. Le problème serait que si des fois je suis intéressé à augmenter l'intensité de la chaleur, en augmentant l'intensité de la chaleur, je transgresserai dans ça l'interdiction de Melechet Mavir. À cause de cette crainte-là, à cause de cet interdit de Melechet Mavir, nos sages nous ont décrété de ne pas laisser mijoter nos plats au courant du Shabbat sur des sources de feu courantes, sur des sources de feu dans lesquelles on aurait la possibilité d'augmenter l'intensité de cette chaleur et donc de transgresser dans ça l'interdiction de Melechet
Pas bien. C'est bon? C'est la raison pour laquelle, Baruch Hu Karot, chez vous tous à la maison, vous avez tous une plaque de Shabbat ou un blair. Est-ce que vous saviez pourquoi? Parce qu'on ne peut pas augmenter la densité. La réponse c'est pour ça. Parce que nos sages ne nous ont pas permis de laisser mijoter nos plats sur le gaz qu'on a en semaine, électrique ou gaz, peu importe. De peur que pendant Shabbat, par erreur ou par réflexe ou par habitude, ou volontairement, on voudrait augmenter l'intensité de chaleur, il faut le réchauffer encore un petit peu. Et sans faire attention, on va augmenter. Et alors transgresser dans ça une interdiction interdite par la Torah de Melechet Mavé. C'est la raison pour laquelle nos sages nous ont décrété qu'il est permis de laisser mijoter nos plats au courant du Shabbat sur une source de chaleur seulement si elle est recouverte par une plaque, ou le blair que vous connaissez sur le feu, sur le grès, qui va alors faire guise de rappel, de signe, et nous rappeler au courant du Shabbat de dire ah mais c'est pas le feu courant que j'ai à l'habitude. Et donc on va s'en rappeler que maintenant c'est Shabbat, et donc on va éviter par ce signe-là, par ce rappel-là, de transgresser dans ça Melechet Mavé. Ou parce que ça va faire guise de rappel, comme je viens de le dire, ou parce que en mettant en fait une plaque sur le feu, on va quelque peu diminuer l'intensité du feu. Bien entendu que le feu sans interruption, il est plus intense, il est plus chaud que maintenant que j'ai mis une plaque. Donc, en fait, je vais quelque peu diminuer l'intensité de la chaleur. Après avoir diminué l'intensité de la chaleur, j'aurai, entre guillemets, dévoilé que je ne suis pas intéressé à venir pendant Shabbat à augmenter la chaleur parce que je l'ai déjà diminué avant. Et donc en fait dans ça, ça va nous permettre de pouvoir réchauffer nos plats, maintenir nos plats à chaud au courant du Shabbat sans venir à transgresser le Melechet Navir et d'augmenter l'intensité de cette chaleur au courant du Shabbat. Est-ce clair? Dans la plaque du Shabbat, c'est encore mieux. Parce que dans la plaque du Shabbat, même si je veux, je ne peux pas augmenter. Ça nous assure, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il y a pas. Il n'y a pas de bouton. Super. Donc comme ça, il n'y a pas de quoi décréter, de craindre que je vais venir à augmenter la chaleur. C'est la raison pour laquelle, dans Baruch Hu Karot, ce que j'ai en train de vous dire, pour laquelle dans toutes les maisons juives du monde, à Shabbat, c'est pas le gaz, c'est pas le four, c'est pas... Et là, c'est une plaque de Shabbat ou un blair sur lequel on laisse mijoter nos plats avant le Shabbat. Et donc, pendant le Shabbat, il n'y a pas de crainte à venir augmenter, ou parce que j'ai fait un rappel, ou parce que ça diminue quelque peu la chaleur, ou parce qu'il n'y a pas de quoi augmenter la chaleur. C'est permis. Il y a des concours où il y a le. On peut changer la température de l'eau. Vous avez raison. Mais c'est quand même permis, parce que cette eau a déjà été cuite. Il est écrit dans le mois que l'eau c'est le mec vers l'eau. Quelque chose dans lequel on ne s'est pas intéressé à augmenter ça. Le mijotage n'est pas bénéfique pour l'eau. Au contraire, ça l'abîme. Dans un cas où l'aliment a déjà été cuit et le mijotage n'est pas bénéfique pour lui, alors nous sages n'ont pas craint qu'on vienne augmenter la chaleur. Mettons l'autre côté. Peu importe. En tout cas, c'est la raison pour laquelle on est obligé d'avoir une plaque ou un blair Shabbat. Ok, donc il faut faire attention d'avoir, dès le début du mariage à la maison, une plaque pour le premier Shabbat, qu'on ait une plaque ou un blair Shabbat. Quelqu'un qui n'en aurait pas le premier Shabbat, il vient de se marier et, comme les jeunes couples, il a la tête, donc il n'a pas encore de plaque. Alors, il faut s'en procurer une avant Shabbat ou chez les voisins ou je ne sais pas s'il y a un bête rabat dans le coin, c'est comme ça, on s'en procure. Veaya V, on est chez nous à la maison et il n'y a pas de plaque et il n'y a pas de voisin et il n'y a pas de bête rabat et on n'a pas le choix. Alors, si on est Ashkenazim, pour les Ashkenazim, ou qu'on n'est pas, mais que notre mari est Ashkenazim, en tout cas, il y a une permission. C'est de se faire un signe artisanal. C'est ça? Prenez du scotch, prenez un papier, vous le mettez sur les boutons, et vous écrivez en gros, Mademoiselle Zria, Shabbat, Shabbat. Et alors, ça va faire guise de rappel, de signe. Comme ça, si au courant du Shabbat, je viens et, comme d'habitude, je veux augmenter,
Il y aura écrit ici Shabbat, il faut s'en souvenir. Le problème, c'est que c'est une possibilité seulement pour les Ashkenazim. Maran Shulchan Aruch n'est pas d'accord avec cette permission. Donc, selon son avis, il n'y a pas de. On ne peut pas se faire un rappel à la main avec du scotch sur les boutons. C'est la raison pour laquelle, si on n'a pas réussi à s'en procurer, alors, bon, c'est très facile parce que de toute façon générale, ça sort de toute façon comme ça. C'est qu'il faut que le plat il soit déjà cuit. Ou déjà cuit à 100%, ou partiellement un demi, un tiers de cuisson, mais qu'il soit déjà apte à la consommation en cas de force majeure. Si cet aliment, avant de rentrer Shabbat, était déjà apte à la consommation en cas de force majeure, alors il y a un avis qui dit qu'il est plus à craindre que tu vas venir augmenter le feu pendant Shabbat parce que de toute façon il est déjà mangeable ton plat. Donc pourquoi tu serais incité à augmenter pour quelque chose qui, ben car il est déjà apte à la consommation. On pourra se reposer sur cet avis-là en cas de, comme j'ai dit, on ne s'est pas réussi à s'en procurer, c'est Shabbat. Donc, notre plat, on s'assurera qu'avant Shabbat, comme j'ai dit, de façon générale, c'est déjà tout le temps comme ça, donc il n'y a presque pas. Qu'il soit déjà apte à la consommation, ou au moins apte à la consommation en cas de force majeure. Et donc, on pourra se reposer sur un avis qui dit que un plat déjà apte à la consommation, tu ne serais pas incité par erreur à augmenter la chaleur, parce que de toute façon, tu sais qu'il est déjà apte à la consommation, donc tu n'es déjà plus sous pression. Tu n'es déjà plus sous pression de venir par erreur troubler et d'augmenter la chaleur, puisque c'est déjà apte à la consommation, tu es calme, tu vas te souvenir serein, et donc tu te souviens que c'est Shabbat aujourd'hui, que je ne peux pas augmenter. Donc on pourrait se reposer sur cette avis. Je répète, c'est seulement en cas où il n'y a pas autre chose, il n'y a pas de voisin. En théorie, tous les Shabbats, dès le premier Shabbat, chez nous, on a une plaque de Shabbat, un blech, et donc on a résolu ce problème-là de Xéra, de décret d'ordre rabbinique qui s'appelle Sheya, en se procurant une plaque de Shabbat, et donc on ne va pas venir avec ça à transgresser le Mélechet. Oui, on a le droit d'éteindre le feu? Shalom. Les gens qui vont en blaire chez eux à la maison, de toute façon, le gaz il reste allumé tout Shabbat. Vous savez c'est quoi un blaire? C'est une plaque de fer. Il y a des gens qui ont le gaz normal, comme chez vous à la maison. La minuterie sur le gaz, chez moi, Ça va bien. non, je ne parle pas de la plaque. Il y a des gens chez eux à la maison, ils n'ont pas de plaque de Shabbat. Comment ils font? Ils allument le gaz, un feu du gaz, ils mettent sur le gaz une plaque de fer. Que vous avez vu. Ça s'appelle un blaire. Et avec ça, on a le droit de poser les aliments sur le feu et de les laisser mijoter du linge. Parce que cette plaque aussi, elle fait guise de souvenir, de signe. Elle a aussi quelque peu diminué l'intensité de la chaleur. Et donc, ça s'appelle qu'en fait, je n'ai pas laissé mijoter, pas sur une source de feu courante, sur une source de feu que je pourrais venir à augmenter l'intensité de la chaleur. Et donc, c'est permis. Il en est de même si vous avez chez vous à la maison, je vous donne la parole, vous avez le feu, le gaz normal, et vous n'avez pas de plaque, vous n'avez pas de blaire non plus, vous pouvez prendre une plaque du four, par la carotte, vous la retournez, vous la mettez sur le feu, et alors vous aurez une plaque de Shabbat en fait. C'est aussi permis a priori. Ce que je vais dire tout à l'heure, c'est s'il n'y a pas de plaque du four, si vous n'avez pas de four non plus. Bon, vous avez raison. Donc en fait, celui qui n'a pas chez lui de plaque de feu, de plaque de Shabbat, il prend une plaque du four, il la retourne et la met sur le feu avant Shabbat, et donc il a une plaque de Shabbat. Bon, je ne sais pas ce qui va vous rester après de votre plaque du four, mais si ça n'a pas abîmé, c'est pas bon. C'est pas dangereux le gaz comme ça. Vous avez raison, c'est moins Ça consomme. Non, mais c'est surtout c'est dangereux le gaz. c'est moins, comment on dit, c'est moins sûr que la plaque de Shabbat. C'est moins, Non, présent. c'est moins prudent. C'est moins prudent que la plaque de Shabbat. Vous avez raison. Mais il y en a qui font comme ça. Il y en a qui préfèrent le gaz. Oui, mademoiselle. Vers nous. Shabbat, j'ai vu un four de Shabbat. C'est dans le four de la semaine. Il y a une fonction de Shabbat, je fais platin. Et là aussi, ça sera à parce que comme j'ai l'habitude de le four de l'allumer, donc. Alors, en théorie, c'est seulement permis pour les Ashkénazim mais pas pour les Sfardim. Pourquoi? Parce que le four, c'est oui une source de feu courante, n'est-ce pas? Et là-bas il y a des boutons pour augmenter, n'est-ce pas? Alors comment est-ce que ça devient fonction Shabbat? Il y a écrit dessus Shabbat. On vient de dire qu'un rappel, où il y a écrit seulement Shabbat, c'est seulement pour les Ashkénazim. N'est-ce pas? On a dit pour les Sfardim, il faut diminuer l'intensité de la chaleur, il faut faire un grand rappel comme une plaque de Shabbat. Donc ce rappel-là qui est écrit en Shabbat, c'est comme le rappel qu'on a fait avec le signe qu'on a fait avec le scotch et le papier. Donc, quand il y a écrit fonction Shabbat, c'est seulement pour les Ashkenazim, pas pour les Sfaradim. Donc, a priori, pour les Sfaradim, on n'aurait pas cette permission-là. Et comme j'ai dit tout à l'heure, il faudrait se préparer une plaque de Shabbat. Il y a encore un problème, même pour les Ashkenazim. Bon, s'il y a écrit dessus fonction Shabbat, il y a pas de problème.
c'est que des fois, il faut être sûr que ce four-là, il ne marche pas avec un thermostat, que quand on ouvre, il augmente, quand on finit, quand on le ferme, il... Parce que alors, Oui, ça. en ouvrant et fermant. Mais quand c'est fonction Shabbat, alors, ça veut dire qu'en fait, ce problème-là a été résolu. Donc, ce que j'ai dit, il ne reste que seulement le problème que c'est seulement un signe. Et donc, c'est seulement pour les Ashkenazim et pour les Sfaradim. C'est la raison pour laquelle, pour les Sfaradim, il faut une plaque de Shabbat ou le blef va battre. Est-ce clair? Oui. Mademoiselle Marie, c'est clair? Vous savez pourquoi maintenant je suis besoin d'une plaque de Shabbat en blef? On a fini dans ça, pour être carottes, le premier décret d'ordre rabbinique qui s'appelle Sheya. Donc en fait, ça touchait le fait de laisser mijoter de place seulement sur une plaque de Shabbat ou un blef. Ok. Deuxième décret d'ordre rabbinique. Qui s'appelle Mirzeh Kem Vachel. Vous savez ce que c'est Mirzeh Kem Vachel? Mirzeh, ça veut dire, Mirzeh c'est Mem Chet Zayin Yud. Kim Vachel, c'est Kaf Mem Bet Shin Lamed. Mirzeh Kem Vachel. Littéralement parlé, Mirzeh Kem Vachel, ça veut dire assimiler à quelqu'un qui cuit, assimiler à un acte de cuisson, vu comme un acte de cuisson. Considéré comme un acte de cuisson. Avant d'expliquer ce décret-là, j'aimerais juste que un petit point qui touche de façon générale les décrets d'ordre rabbinique soit clair. Ça, il n'y a pas besoin d'écrire, il n'y a pas besoin d'écrire, il y a juste besoin de le comprendre, il n'y a pas besoin d'écrire. Mais en tout cas, il est évident qu'à chaque fois qu'on va parler ensemble d'ordre rabbinique, d'interdit d'ordre rabbinique, on parle forcément de quelque chose qui, selon la Torah, il aurait été permis. N'est-ce pas? Si on dit barrière d'ordre rabbinique, c'est-à-dire qu'en fait, c'était quelque chose qu'à l'époque où la Torah a été donnée, c'était quelque chose de permis. On avait le droit de le faire. Nos sages, au fur et à mesure des générations, ont vu un besoin de décréter un décret, de faire une barrière qui jusqu'à présent n'existait pas. Jusqu'à présent, on avait le droit de le faire, c'était permis Minatora. Nos sages sont venus et ont rajouté, ont décrété un décret de peur d'en arriver à une interdiction interdite par la Torah. Et donc, ils ont interdit des choses qui étaient permises jusqu'à qui sont arrivées. Qui étaient permis depuis qu'on a reçu la Torah jusqu'à qui sont arrivées. D'un point de vue technique, ça ne change rien, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelque chose qui est interdit, Minatora, Midarabanan, pour nous c'est interdit de le faire, ça ne change rien. Mais il est important de comprendre ça pour la suite du Shiloh. Donc tout décret d'ordre rabbinique, c'est seulement quelque chose que Minatora, ça aurait été permis, nos sages sont venus, ils l'ont interdit. Et donc maintenant, ça a été interdit. Ok. Nos sages sont venus et nous ont décrété que pendant Shabbat, il serait interdit de prendre un plat, même déjà cuit à 100%, un plat dans lequel il n'y aurait pas d'interdiction de cuisson interdite par la Torah. Parce que s'il y avait une interdiction interdite par la Torah, il n'y a pas besoin de nos sages, ça aurait déjà été interdit par la Torah, n'est-ce pas? De prendre un plat, même déjà cuit à 100%, un plat dans lequel il n'y a pas de crainte de cuisson interdite par la Torah, nos sages nous ont interdit de venir pendant Shabbat et de le poser sur le feu pendant Shabbat. Sous prétexte que je fais une action
assimilante. Bon, ça, je viens de l'inventer, ça. Une action qui ressemble à une interdiction, à un acte de cuisson. Je me conduis comme quelqu'un qui viendrait cuire. En fait, quelqu'un qui cuit, il prend un aliment et le met sur le feu. Alors moi aussi, en mettant ça sur le feu, c'est vrai que cette fois je mets un aliment déjà cuit, il n'y a pas de problème de cuisson. Mais je fais exactement la même action. Ça s'appelle mirze kemvachel. Ça s'appelle vu, considéré, assimilé à quelqu'un qui cuit pendant Shabbat. On peut donner un exemple? Oui, bien sûr, on est là pour ça. Donc en fait, nos sages nous ont interdit de prendre un plat déjà cuit, même à 100%. Un exemple, mademoiselle Sobag a demandé du riz, c'est déjà cuit à 100% et sec. Je parle bien sûr qu'il a déjà été cuit. Oui? Un bout de pain, c'est déjà cuit à 100%? Déjà cuit? Un bourrekas, un bout de poulet, du poisson pané, ce que vous voulez. Tout aliment déjà cuit à 100% et sec, dans lesquels il n'y a plus d'interdiction de cuisson. Bon, au Hachem, on a déjà fait les 3 bichoul ensemble depuis. Donc on sait tous que des aliments déjà cuits à 100% sec, il n'y a plus d'interdiction de bichoul interdit par la Torah à les cuire pendant Shabbat. Nos sages sont venus et ont dit c'est vrai que mais la Torah, il n'y a plus d'interdiction et c'est permis, mais non l'interdit. Donc tu ne peux plus prendre un plat, même déjà cuit à 100%, sec, et de venir et le poser sur le feu pendant Shabbat. Sous prétexte que tu es mirzé kemevachel, que tu es vu, assimilé, considéré comme quelqu'un qui... C'est clair? Non, mais c'est un autre place. Une seconde. C'est considéré comme cuit. Considéré comme. Nos sages nous ont interdit ça. Alors maintenant, que je vois que les barouates ont tous levé la main, comment est-ce qu'on fait pour réchauffer un plat pendant Shabbat alors? On ne peut plus réchauffer de riz pendant Shabbat. On ne peut plus réchauffer de pain pendant Shabbat. On ne peut plus réchauffer de poisson pané, d'aliments. Les aliments avec du liquide qui ont refroidi ça, on savait qu'on ne peut plus réchauffer, c'est un problème de bichoul interdit par la Torah. Mais maintenant, même les choses qui étaient permises par la Torah, nos sages nous ont interdit. Alors comment est-ce qu'on fait? Nos sages nous ont permis de réchauffer des plats pendant Shabbat à certaines conditions. Pour les Sfaradim, ça a 3 conditions. Première condition, c'est que la source de feu que je veux utiliser pour réchauffer ces plats pendant Shabbat, c'est une source de feu recouverte, pas courante, comme ce qu'on vient de dire à propos de Sheia. C'est-à-dire ou une plaque de Shabbat ou la plaque de fer, le blair. Mais pas le feu courant, pas le gaz, pas le four, pas la plaque électrique. 2 semaines, je parle. Vous êtes prêts, c'est clair? Première condition, c'est que si tu veux réchauffer un plat pendant Shabbat, qui a déjà été cuit, bien entendu. Je ne parle pas d'un plat cru. Un plat cru, c'est interdit par la Torah, c'est bichou. Je ne parle pas de ça. Je parle d'un plat déjà cuit à 100% sec, dans lequel il n'y a pas d'interdiction de cuisson interdite par la Torah, que tu veux le réchauffer pendant Shabbat. Si tu veux que ce soit permis, même d'ordre rabbinique, première chose, c'est que si tu utilises une source de feu. Donc, ou une plaque de Shabbat, ou un blair. Donc en fait, nos sages ici ont nécessité la même condition qu'ils ont nécessité à propos pour résoudre le problème de Sheia qu'on a parlé, le premier décret d'ordre rabbinique. Première condition, c'est que ce soit une source de feu recouverte. Différente de l'habitude de la semaine, donc une plaque de Shabbat pour un blair. Deuxième condition que nos sages ont nécessité pour que ce soit permis, c'est que cet aliment, il ait déjà été posé au courant de ce Shabbat-là sur le feu. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne va pas être la première fois au courant de ce Shabbat-là qui va être posé sur le feu. À l'entrée du Shabbat, il se tenait déjà sur le feu. Il a été retiré au courant du Shabbat. Tu veux le remettre, alors c'est permis. Mais si c'est un aliment, quand bien même qu'il aurait déjà été cuit à 100% et sec, comme du riz, mais il n'aurait pas été posé sur le feu au courant de ce Shabbat-là, vous avez fait du riz jeudi soir, vous l'avez mis au frigidaire. Shabbat matin, vous voulez mettre sur la placard, c'est interdit. Pourquoi? Parce que cet aliment-là, il n'a pas été posé sur le feu au courant du Shabbat. Donc en fait, ça va être la première fois au courant du Shabbat qu'il va retrouver le feu, une source de feu, donc ça c'est interdit. Le seul nous ont seulement permis de remettre quelque chose qui se tenait sur le feu au courant du Shabbat. Deuxième condition. C'est-à-dire qu'il faut mettre avant Shabbat sur la plaque. Shabbat, il est sur la plaque. Pendant Shabbat, l'enlever.
Et Et l'on le met. lendemain matin, Dans on les va heures, tu l'enlèves. faire une Je grotte. peux laisser toute la nuit dehors du moment qu'il était là vendredi soir. Exactement. Deuxième condition. Troisième condition pour les Sfaradim, pour tout le monde, excusez-moi. Troisième condition. Vous avez vu, c'est clair? Troisième condition, c'est que quand je les retire, ils se tenaient, j'ai une plaque de Shabbat, ils se tenaient déjà à l'entrée du Shabbat sur le feu. Troisième condition, c'est que quand je les retirais, je ne les ai pas posés par terre. Parce que si je les posais par terre, en fait, j'aurais annulé la première fois qu'il était sur le feu au courant de ce Shabbat. En mettant un plat par terre, je fais comme si qu'en fait il n'a jamais été posé sur le feu au courant de ce Shabbat-là, puisque j'annule totalement le premier mijotage qu'il était sur le feu, la première fois qu'il se tenait sur le feu au courant de ce Shabbat-là. Donc en fait c'est basé sur la deuxième condition, c'est de ne pas le poser par terre, parce que si je le pose par terre, c'est comme si qu'en fait j'annule la première fois qu'il était au courant de ce... Oui, par terre, par terre. C'est clair? C'est les trois conditions que nos sages ont nécessitées pour pouvoir réchauffer un plat au courant du Shabbat. Je parle bien entendu, mademoiselle Waki, d'un aliment déjà cuit et sec à 100%, n'est-ce pas? Mais si je parle d'un aliment avec de la sauce qui a refroidi, Ça s'applique pas. c'est totalement interdit, mais la Torah, c'est un problème de bichou, n'est-ce pas? Donc même les trois conditions ne vont pas m'aider. Je peux l'avoir mis sur le feu à l'entrée du Shabbat, et que j'ai une plaque de Shabbat et que je ne l'ai pas posé par terre. Mais s'il a refroidi, il est devenu froid, les trois conditions ne vont pas m'aider, parce que là, je vais cuire. Ça, on ne parle pas de ça. On parle même d'un plat dans lequel il n'y a pas d'interdiction de cuisson, interdite par la Torah. Quand bien même qu'il n'y a pas d'interdiction de cuisson interdite par la Torah, nos sages ont décrété un décret sur ce plat-là, qui est interdit de poser sur le feu, si ce n'est si tu respectes les trois conditions qu'on vient de dire, puisqu'il y a une source de feu recouverte, que ça s'est déjà tenu sur le feu au courant du Shabbat et que tu n'as pas posé par terre au courant du Shabbat. Donc il pouvait être au frigidaire, il pouvait être sur la table, il pouvait être sur le marbre, il n'a pas été posé par terre. J'aurais le droit de le remettre après sur le feu pendant le Shabbat, il n'y aurait pas l'indication d'ordre rabbinique de remettre ça sur le feu. C'est pour les Sfaradim et les Ashkenazim, c'est trois conditions. Ces trois conditions sont aussi bien pour les Sfaradim que pour les Ashkenazim. Le seul problème, c'est que pour les Ashkenazim, il y a encore deux conditions. Pour les Ashkenazim, il y en a 5. Pour les Sfaradim, il y en a 3. Pour les Ashkenazim, 5. Les trois premières pour les Ashkenazim, pour les Sfaradim, c'est le même. Après les trois premières, les Sfaradim, ils s'arrêtent. Il n'y a plus besoin de conditions. Pour les Ashkenazim, il y a encore deux. La numéro 4 pour les Ashkenazim, c'est qu'au moment où je l'ai retiré du feu, j'avais l'intention de le remettre, comme vous êtes dans l'analyse. C'est-à-dire qu'il se tenait sur le feu à l'entrée du Shabbat, c'est une plaque de feu que j'ai, je ne l'ai pas posée par terre. Plus que ça, c'est que quand je l'ai retiré au courant du Shabbat pour m'en servir ou pour quoi que ce soit, il fallait que j'ai l'intention explicite de le remettre au courant du Shabbat. Si je n'avais pas l'intention, c'est pas bon. C'est-à-dire que si quand je l'ai retiré, j'avais pas l'intention, et pas sauf, j'ai décidé oui de le remettre, pour les Ashkenazim, il y a un problème, parce qu'il y a une condition d'avoir l'intention de le remettre au courant du Shabbat. Ça, c'est la condition numéro 4, c'est bon pour les Ashkenazim. La condition numéro 5, qui est aussi seulement pour les Ashkenazim, c'est que même qu'après que je l'ai retiré du feu et que j'avais l'intention de la remettre, il ne faut pas perdre contact avec ce plat-là. C'est-à-dire qu'il faut garder ou les deux mains, ou au moins une main, en contact avec Avec le plat. avec le plat. Il ne faut pas le laisser, il ne faut pas l'abandonner. Je le pose et je laisse ma main à côté. Exactement. Je garde la main. Tu fais ça. Il n'y a pas besoin de le maintenir en l'air parce que vous n'avez pas. Tu dors avec. Parce que sinon vous n'allez pas faire le feu, bien entendu. Il peut être posé sur la plaque, sur le marbre, sur la table. Mais ce qu'il faut, c'est que je garde un contact avec Avec le plat. le plat. Mais si maintenant j'ai besoin qu'il soit à l'extérieur toute la nuit, je sais pas. Bah oui, tu dors avec. Alors, si votre intention est de laisser l'entraîner, c'est pas bon. Maintenant, il faut savoir que pour les Ashkenazim, les deux dernières conditions que j'ai rajoutées, elles sont vraies a priori. C'est-à-dire qu'a priori, il faut remplir ces 5 conditions. Mais si, a posteriori, une des deux dernières conditions énumérées pour les Ashkenazim, une des deux n'a pas été respectée, j'aurai le droit de le remettre. C'est-à-dire qu'a priori, pour les Ashkenazim, il faut les 5 conditions, les 3 premières bien entendu, mais aussi les 2 dernières. Pour les Ashkenazim, si une des deux actions a posteriori, une des deux dernières, n'aurait pas été respectée,
tant qu'il va m'en rester 4 conditions, je pourrai le remettre. Mais si il me manque les 2 dernières, ou qu'il me manque une des 3 premières, je ne pourrais pas le remettre sur le feu. Est-ce clair? C'est-à-dire que pour les ashkenazim, si j'ai rempli les 3 premières, c'est une plaque que j'ai à la maison, c'était déjà sur le feu, je ne l'ai pas posée par terre. Et quand je le retire, j'avais l'intention de le remettre, même si j'ai lâché les mains totalement, a priori, j'aurais pas dû lâcher les mains. Mais si je les ai laissés, a posteriori, je pourrais le remettre sur le feu. Ok, alors si J'ai pas compris la Une seconde. Ou dans le cas contraire, c'est que j'ai rempli les 3 premières conditions. Quand je l'ai retiré du feu, je n'avais pas l'intention de le remettre, mais j'ai pas laissé contact avec le plat. Alors j'aurais aussi le droit a posteriori de le remettre sur le feu. A priori, j'aurais dû toutes les respecter, mais maintenant que je ne les ai pas toutes respectées, tant que j'en ai 4 sur 5, a posteriori, je pourrais le remettre sur le feu. Je parle seulement des 2 dernières conditions. Les 3 premières sont obligées, même pour les ashkenazim, d'être respectées. Si une des 3 premières n'a pas été respectée, même pour les ashkenazim, on pourra le remettre sur le feu. Vous avez le c'est clair? Oui, non, j'ai pas compris la 5e. La 5e, c'est de garder contact avec le plat. Mais c'est il y a combien de temps? Combien de temps vous voulez? Sinon, vous ne le remettez pas, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est-à-dire si on le veut pour le lendemain, on va pas garder la main dessus. Là, tu l'as mis sur la table. Alors, il fallait pas le retirer. Pourquoi vous le retirer? Non, parce que des fois, on va le retirer parce qu'on veut pas que ça brûle, on veut pas que. On sait que ça va être. Je suis d'accord avec vous. Mais je peux pas vous aider. Alors, on a pour les plats de lendemain, le samedi, il faut des plats qui durent. Ouais, c'est Tout à fait. On a le droit de retirer en fait. on a le droit sur une blague, un plat sur un autre plat et que tu dois. Bonne question. Est-ce clair d'abord? Oui, moi je pense qu'il y a bien. J'ai une question. Il y a besoin de. On va dire, c'est hyper nouveau. Personne, tout le monde. Allez, j'ai parlé. Je suis d'accord avec vous. Mademoiselle Haddad, je vais revenir tout de suite. Mademoiselle Haddad, Si maintenant son paillerie il enlève les. c'est quoi? Si maintenant la chiennaise il enlève ses mains sur paillerie, donc il est plus en contact. Ouais, donc ok, donc moi, il peut quand même le remettre. Mais il peut profiter de laisser toute la nuit, de toute façon je dois enlever. Si on le met pas. Je profite. Bah oui, c'est la attention. A posteriori, il aura le droit de le remettre. Le lendemain. Maintenant, est-ce qu'il peut attendre déjà jusqu'à demain matin? Oui. Mais Stam Kara, je vais vous prévenir que ce soit bien clair. Si dedans il y a de la sauce dans son plat, demain matin il pourra le remettre. Bah non, ça va cuire. Ça, c'est un problème de bichou, l'interdit par la Torah. Donc, il aura un autre problème de ne pas le remettre. Mais alors ça veut dire que vous avez dit que s'il y en a une et deux, il y a un condition qui n'est pas respectée, alors il pourra le remettre. A posteriori. Pourquoi seulement a posteriori? Pourquoi ça change pas a posteriori? A priori, A priori, il y en a 5 qu'il faut respecter. Mais les poskim m'ont dit si tu en as rempli 4 et que tu as besoin de le remettre, on t'appelle. Là, on peut la baser alors. Il y en a une et deux pour baser. Non? Non, si tu fais pas exprès. A priori, ça t'appelle. Il y a beaucoup d'interdiction comme ça. Après, on ne les fait pas. Si tu es déjà en cas de besoin ou tu as oublié, tu auras quoi te reposer sur. Non, pas sur l'extraordinaire, sur le fait que tu as 4 conditions même pour le Est-ce clair? Donc je répète, il y a 3 conditions, aussi bien pour les Sfardim que pour les Ashkenazim. 3 conditions que s'il y a une des 3 qui n'est pas respectée, je ne peux pas le remettre sur le feu, aussi bien pour les Sfardim que pour les Ashkenazim, parce que sur les 3 premières, ça ne change pas. Mademoiselle Lelouch, c'est clair ça? Si c'est une des 3 premières, Mademoiselle Calvo, c'est clair? Si c'est une des 3 premières qui n'a pas été respectée, aussi bien pour les Sfardim que pour les Ashkenazim, on ne peut pas le remettre. Si c'est vous, le feu que vous avez, ce n'est pas du feu, un feu recouvert, ce n'est pas une plaque de Shabbat en verre, je ne peux pas mettre mon riz sur le feu. Même si j'ai, oui, une plaque de Shabbat, si il ne se tenait pas sur le feu à l'entrée du Shabbat, je l'ai sorti du frigidaire. C'est très courant ça. Vous avez, Mademoiselle Dan, vous avez cuit du riz jeudi soir. Vous l'avez mis au frigidaire. Shabbat matin, vous voulez le mettre sur la plaque. Aussi bien pour les Sfardim que pour les Ashkenazim, je ne peux pas parce qu'il ne se tenait pas sur le feu à l'entrée du Shabbat. Dernière condition, c'est que dernière de 3 conditions, excusez-moi, c'est de ne pas avoir posé sur le par terre. Bon, aujourd'hui, c'est pas très courant, à l'époque, c'était plus courant. Aujourd'hui, on ne pose pas les plats par terre, mais aujourd'hui, on a le. On dirait que ça change quoi? Sur le table ou par terre? Parce que quand c'est par terre, ça veut dire que ça annule la première fois qu'il était sur le feu. Parce que quand c'est sur par terre, ça veut dire que c'est signe que, en théorie, tu as fini avec ce plat-là, tu comptes plus le remettre, donc c'est comme si qu'en fait il a déjà réussi. Alors que quand c'est sur une table, Il y a ça un peut. processus de. Exactement. C'est encore en processus. Donc les 3 premières conditions sont aussi bien vraies pour les Sfardim que pour les Ashkenazim. Sur les Ashkenazim, il y a encore 2 conditions qui sont qu'au moment où je l'ai retiré, j'ai l'intention de le remettre. Et une dernière, c'est que je n'ai pas perdu contact avec ce plat, même quand il n'était pas sur le feu. Si les 2 dernières conditions pour les Ashkenazim n'ont pas été respectées, on ne peut plus le remettre sur le feu.
Mais si une des deux a posteriori a été respectée, j'aurai le droit de remettre sur le feu. Est-ce clair? Mademoiselle Pérez. Mais les deux conditions en rajout pour les ashkénazim, c'est aussi pour les sfaradimes? Non, c'est seulement pour les ashkénazim. Quelqu'un qui n'aurait pas respecté les conditions énumérées, il ne peut pas remettre sur le feu. C'est clair? Il n'a pas respecté une des trois conditions, pour tout le monde, ou pour les ashkénazim, les deux dernières, il ne les a pas respectées, il ne peut pas remettre sur le feu. Est-ce que mademoiselle Azria, est-ce qu'il a une possibilité de réchauffer son plat pendant le Shabbat? Sur le feu, il ne peut pas, il n'a pas respecté les trois conditions. Est-ce que vous avez une idée, un conseil à lui donner pour pouvoir réchauffer quelque peu ses plats au moins? Il ne peut pas du tout. Vous avez raison, sur le feu, il ne peut pas. Est-ce qu'il y a un moyen de quelque peu réchauffer son plat? Mademoiselle Brami, je vois que vous dites oui. On peut mettre les plats sur d'autres plats. Voilà, mademoiselle. Toujours des solutions. S'il ne met pas même la plaque, si le décret de nos sages, c'est seulement, le décret de nos sages est seulement à même la plaque, à même la source de chaleur. Mais s'il ne pose pas, mademoiselle Adal, à même la source de chaleur, Quoi? c'est pour ça que je vous ai appelé. Le décret de nos sages était seulement de ne pas poser à même le feu, à même la source de chaleur. Et donc, à même la source de chaleur, nos sages ont nécessité des conditions. Mais si tu ne viens pas poser à même la source de chaleur, il n'y a pas de condition à respecter. C'est-à-dire que si par exemple tu prends une assiette, tu la retournes, on va commencer avec ce que Mazel Brami a dit. Si j'ai un plat, une marmite sur la plaque, et que ce que je viens réchauffer, en fait je ne le mets pas sur la plaque, je le mets sur la marmite, qui se tient sur la plaque. Vous avez la khamine qui est sur la plaque pour demain matin, vous voulez réchauffer du pain, vous le mettez sur la marmite de la khamine, ça c'est permis. C'est vrai qu'il n'y a pas de condition à respecter. C'est vrai que ça ne se tenait pas sur le l'entrée du Shabbat, le pain il était sur la table, je ne sais pas où il était, dans un sachet en plastique, tu peux le mettre. Le décret de nos sages était seulement à même la plaque, à même la source de chaleur. Mais sur une marmite qui se tient sur la plaque, il n'y a pas d'interdiction à poser. S'il n'y a pas de marmite sur la plaque, on peut trouver autre chose, on peut prendre une assiette, on la retourne, on la met sur la plaque, et alors je peux mettre aussi à même la plaque mon aliment sec. Pourquoi on la retourne? Parce que si vous la mettez tout droit, alors ce que vous allez mettre dedans, c'est comme s'il va être posé direct. C'est comme une marmite, comme une poêle qui va être sur la plaque, parce qu'en fait ça va cuire à même la plaque. Ou vous prenez un plateau du four, vous le retournez sur la plaque, et alors vous mettez là-bas ce que vous voulez, vous avez le droit. Il est évident que ce que je viens de dire, que le décret de nos sages était seulement à même la plaque, à même la source de chaleur. Et donc on vient de dire que si c'est sur la marmite, ou sur une assiette retournée, ou sur un plateau retourné, on a le droit de mettre là-bas. Je parle seulement d'aliments secs et déjà cuits à 100%, qui sont touchés par le décret de nos sages, qui sont concernés par le décret de nos sages, et donc on peut contourner le problème de nos sages, en ne mettant pas ça à même la source de chaleur. Mais si ce que vous mettez là-bas c'est une soupe froide, et qu'elle va cuire, alors on s'en moque que tu l'as mis sur une assiette retournée. Si sauf elle cuit alors qu'elle était froide, tu vas transgresser l'interdiction de cuisson interprétatoire, ça on n'en parle pas. Les conditions c'est seulement sur l'ordre rabbinique, sur le décret d'ordre rabbinique. Pas sur un problème de cuisson interdite par là. Donc ce que je viens de dire avec les conditions, avec le fait de pouvoir retourner une assiette, c'est seulement pour des aliments dans lesquels il n'y aurait pas de problème de cuisson. Des éléments interdits par la Torah. Des éléments déjà cuits à 100% et secs. Poulet, on fout. Exactement. S'il y a un peu de sauce. On en a parlé de sauce. Majorité, minorité. Vous vous souvenez? Kolpanim. Est-ce clair? Oui. Donc quelqu'un qui n'aurait pas respecté ces trois conditions, il aurait quand même un moyen de réchauffer son plat pendant le Shabbat, qui serait de ne pas le poser à même la plaque, à même la source de chaleur. Donc ou sur une marmite qui se tient, ou de retourner une assiette, mademoiselle Marélie, c'est clair? Ouais. Ou de retourner un plateau du four et de poser là-bas les aliments qu'il voudrait pour les réchauffer. Est-ce clair? Est-ce qu'il y a quelqu'un chez lui à la maison qui fait comme ça? Parce que vous me regardez toutes. Si. Alors, je vais vous dire quelque chose. Tout ce que je viens de dire est vrai, est véridique, selon la majeure partie, la très grande majeure partie des poskim. Contemporain. À part l'avis de deux grands rabbins
contemporains, selon lesquels la plaque de Shabbat, écoutez-moi bien, seulement la plaque de Shabbat, la plaque de Shabbat n'est pas touchée par le décret d'ordre rabbinique qu'on vient de dire, de ne pas poser des aliments au courant du Shabbat sur le feu. Ils prétendent que la plaque de Shabbat, elle échappe au décret de noçage, pour la simple et bonne raison qu'elle a été seulement inventée pour réchauffer les plats pendant le Shabbat. Donc tu ne peux pas venir et me dire, ah mais tu es considéré comme quelqu'un qui cuit en semaine, il ne cuit pas avec une plaque de Shabbat. Donc je ne suis pas considéré comme quelqu'un qui cuit. D'autant plus que, comme j'ai dit tout à l'heure, là-bas, il n'y a pas de moyen d'augmenter la chaleur. Selon leur avis, la plaque de Shabbat, si je viens réchauffer un aliment déjà cuit, sec, dans lequel, bien entendu, il n'y a pas de problème de cuisson, interdit par la Torah, bien entendu. Mais si je viens réchauffer un aliment dans lequel il n'y a pas de crainte de cuisson interdite par la Torah, et que j'ai une plaque de Shabbat chez moi à la maison, selon leur avis, il n'y a aucune des trois ou des 5 conditions respectées. Donc selon leur avis, j'ai le droit de prendre un plat de riz qui se tient au frigidaire et de le mettre sur la plaque. J'ai le droit de prendre du pain et de le mettre à même la plaque. C'est qui les deux poskim? Le Rav Ovadia Yosef, et le Rav Moshe Feinstein. Balivot Moshe. Ces deux rabbanim-là prétendent que la plaque de Shabbat ne rentre pas dans le cadre du décret de noçage, de ce décret-là de Mirzek et Vachem. Seulement si on a chez nous du feu, on utilise le blaire, la plaque de fer, alors dans ça, il faut respecter les conditions énumérées. Mais la plaque de Shabbat, on n'est pas considéré, on n'est pas vu, on n'est pas assimilé à quelqu'un qui viendrait cuire pendant Shabbat. Donc selon leur avis, il n'y a pas besoin de respecter les 3 conditions. Enfin, les 3 conditions. Une des 3 conditions, c'est que le feu soit recouvert. Donc oui, en mettant une plaque de Shabbat, je respecte la première condition. Mais les 2 autres conditions, c'est-à-dire que ce ne soit pas posé par terre, ou qu'à l'entrée du Shabbat, c'était déjà posé sur le feu, selon leur avis, il n'y a pas besoin. Donc selon leur avis, j'aurai le droit de prendre tout aliment déjà cuit et sec, de le sortir du frigidaire, j'aurai le droit de le poser à même la plaque. Du pain qu'à l'entrée du Shabbat, il ne se tenait pas sur la plaque, j'ai le droit de le poser selon leur avis à même la plaque pendant le Shabbat. Je n'ai pas besoin d'arriver à poser sur la marmite qui se trouvait sur la plaque, je n'ai pas besoin de retrouver l'assiette, je peux le poser à même la plaque. Est-ce que vous avez mon sexe? Je vais manger chez qui? Ça peut être du genre. Il est évident, comme Mademoiselle Waki le dit, que ce que le Rav Ovadia et le Rav Moshe Feinstein permettent, c'est seulement le décret d'ordre rabbinique qui disent que par rapport à une plaque, il n'est pas touché. Mais il est évident, bien clair et bien net pour tout le monde, j'espère, que je n'ai pas le droit d'utiliser une plaque de Shabbat et de cuire avec ça pendant Shabbat. Parce qu'alors, ce n'est pas un décret d'ordre rabbinique,